Je m'appelle Thérèse Lemoine. J'ai 62 ans, je suis une ancienne propriétaire de pâtisserie à la retraite et je suis veuve. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que mon but était simple, maintenir l'unité de ma famille, peu importe ce que cela me coûtait. J'ai donné mes meilleures années, ma santé, mes économies et mon cœur à mon mari et à mon fils. Après le décès de Samuel, j'ai consacré ce qui me restait d'énergie à faire en sorte que notre fils unique, Michel, ne se sente jamais seul au monde. C'était peut-être ma première erreur. Cet après-midi-là, la lumière du soleil inondait mon appartement de stand-in par les baies vitrées, se répandant sur le parquet poli comme elle le faisait toujours à cette heure. La scène scintillait au loin, calme et stable, comme une promesse qui n'avait jamais été rompue. J'étais dans la cuisine, une théière de thé Earl Grey fumant doucement à côté de moi, quand Michel est entré avec sa femme, Émilie. Ils n'avaient pas l'air d'invités. Ils avaient l'air de gens avec un plan bien précis. La mâchoire de Michel était serrée, ses mains enfoncées profondément dans ses poches, une habitude qu'il avait lorsqu'il se préparait à dire quelque chose de désagréable. Émilie se tenait un demi-pas derrière lui, ses yeux balayant la pièce comme si elle mémorisait déjà ce qui appartiendrait bientôt à sa famille. Il n'a pas perdu de temps. « Maman, dit-il, sont ton plat mais tranchant. L'appartement est à eux maintenant, aux parents d'Émilie. Ils en ont plus besoin que toi. Tu n'as plus le droit de revenir. » Les mots ont fendu l'air avec une précision chirurgicale. Aucune hésitation, aucun remords. Pendant un instant, le seul son fut le léger tintement de ma cuillère à café contre la tasse en porcelaine. En la posant, j'ai senti la chaleur du thé contre le bout de mes doigts, mais le reste de mon corps était froid. Le genre de froid qui commence au plus profond de votre poitrine et se propage vers l'extérieur jusqu'à atteindre votre peau. J'ai regardé mon fils, le garçon que j'avais porté, allaité et élevé, l'homme que j'avais célébré lorsqu'il avait obtenu son premier emploi, le même homme qui avait pleuré dans mes bras à la mort de son père. Et maintenant, il me regardait comme si j'étais un obstacle sur son chemin. J'ai pensé au slogan qui résumerait parfaitement ce moment si quelqu'un racontait mon histoire. Mon fils a pris mon appartement pour la famille de sa femme. Il a dit, « C'est à eux maintenant. Tu es banni. » J'ai souri et je lui ai tendu les clés. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'avais déjà pris ma décision concernant cet endroit bien avant qu'il n'entre aujourd'hui. Mais il n'avait pas besoin de le savoir tout de suite. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti le trousseau de clés, le même que Samuel m'avait donné le jour où nous avions signé pour cet appartement. Le métal était chaud dans ma paume, les bords usés et lissés par les années. J'ai dépassé Michel, les clés pendant entre mes doigts, et je les ai posées doucement sur le comptoir en marbre. Le son était faible, presque poli, mais il a atterri comme une pierre dans le silence. « Si tu penses que c'est ce qu'il faut faire, dis-je doucement, ma voix stable. Alors c'est ce qu'il en sera. » Il cligna des yeux, ne s'attendant manifestement pas à ce que j'accepte si rapidement. Il s'était probablement préparé à une dispute. Il avait répété des arguments sur le fait que je restais à peine ici, que les parents d'Émilie avaient des difficultés, que j'étais déraisonnable. Au lieu de cela, je ne lui avais rien donné contre quoi se battre. Les lèvres d'Émilie se retroussèrent en une expression mêlée de suffisance et de soulagement. Michel, cependant, déplaça son poids, mal à l'aise. Il y eut une lueur d'incertitude dans ses yeux, mais elle passa rapidement. Il attrapa les clés sans un mot de plus. À l'intérieur, mes pensées n'étaient pas silencieuses. Elles étaient mesurées, délibérées et plus acérées qu'elles ne l'avaient été depuis des années. L'odeur de l'Earl Grey flottait encore dans l'air, les légères notes d'agrumes et de bergamote, un étrange réconfort contre le goût amer qui me montait à la gorge. Mon cœur battait à un rythme lent et délibéré, presque assorti au tic-tac de l'horloge sur le mur du fond. Je pouvais sentir chaque détail de la pièce. La fraîcheur lisse du comptoir sous ma main, le faible bourdonnement du réfrigérateur, le rugissement assourdi de la ville 20 étages plus bas. J'ai étudié le visage de mon fils alors qu'il empochait les clés. Il n'y avait aucune reconnaissance là. Aucune lueur du garçon qui me dessinait des images au crayon de notre maison de rêve. Cet homme était pratique, décidé, et en ce moment, impitoyable. Peut-être que la vie lui avait appris à être ainsi. Ou peut-être que c'était moi, en cédant toujours. Émilie s'éclaircit la gorge. « Nous aurons emménagé nos affaires d'ici le week-end prochain, dit-elle, son ton brusque, comme si elle parlait à un agent immobilier au lieu de la femme dont elle prenait la maison. C'est pour le mieux. Pour le mieux. » J'avais déjà entendu ces mots sous différentes formes de la part de personnes qui voulaient quelque chose qu'elles n'avaient pas le droit de prendre. Je n'avais pas argumenté à l'époque et je n'argumenterai pas maintenant.
C'était la différence entre des gens comme eux et des gens comme moi. Ils croyaient que le silence signifiait la défaite. Je savais que le silence pouvait être une arme. J'ai hoché la tête une fois, un petit geste presque imperceptible. Je vois, dis-je, laissant les mots en suspens juste assez longtemps pour être inconfortable. Puis je me suis écartée, leur laissant le chemin vers la porte. Michel hésita comme s'il voulait en dire plus, mais la main d'Émilie sur son bras le guida vers l'ascenseur. La porte se referma derrière eux avec un léger déclic qui parut plus fort qu'il n'aurait dû. Je suis restée seule dans le silence, mon regard dérivant vers la scène à l'extérieur. L'eau était calme, mais je savais ce qui se cachait en dessous. Des courants qui pouvaient vous entraîner avant que vous ne réalisiez que vous étiez en difficulté. Mes doigts tracèrent le bord du comptoir où les clés avaient reposé. Mon esprit tournait déjà les prochaines étapes de la même manière que je planifiais les couches d'un gâteau de mariage. Patiemment, précisément, avec un œil pour l'image finale. Je m'étais préparée à ce jour, mais pas de la manière que Michel imaginait. Je connaissais assez bien mon fils pour voir le chemin qu'il empruntait. Des années de petites demandes avaient mené à de plus grandes. Des années où je disais où il lui avait appris que non était une langue étrangère que je ne pouvais pas parler. Mais je pouvais la parler. Je choisissais juste mon moment. S'il pensait qu'aujourd'hui était la fin de ma place dans cette maison, il se trompait. S'il pensait que je partirais les mains vides, il se trompait encore plus. Le soleil baissa dans le ciel, projetant de longues ombres sur le sol. J'ai versé le reste de mon thé dans l'évier, rincé la tasse et l'ai mise à sécher à l'envers. Mes mouvements étaient lents, délibérés, comme ceux que l'on fait quand on sait qu'on ne se presse pas pour rattraper son retard. On attend le bon moment pour commencer. Si tu penses que c'est ce qu'il faut faire, murmurai-je de nouveau, les mots ayant un goût différent maintenant, alors c'est ce qu'il en sera. Seulement cette fois, je connaissais la vérité. Ce ne serait pas sa vérité. Ce serait la mienne. Et alors que l'horloge continuait de tourner dans le silence de ma cuisine, je pouvais presque entendre la voix de Samuel dans ma tête, stable et certaine. Tu n'as jamais été aussi impuissante que tu le pensais, Thérèse. Je me suis séché les mains sur la serviette en lin accrochée près de l'évier, celle brodée de nos initiales. Puis j'ai regardé vers la porte, par où ils étaient partis quelques minutes plus tôt, et je me suis permis le plus petit des sourires. Je leur avais donné les clés. Je ne leur avais pas donné la maison. Je n'ai pas bougé après que la porte se soit refermée. L'espace semblait plus vaste, comme si le silence avait écarté les murs. La vapeur de la bouilloire s'est élevée dans la lumière de l'après-midi et a disparu, et la pièce est revenue à une pluie différente. Je peux encore nommer la couleur de cette soirée. Le ciel était du graphite d'un crayon tendre. La Seine coulait avec de l'argent brisé. La ville baissait la voix. J'ai déplié la nappe blanche que ma mère avait brodée quand elle était jeune. De minuscules tiges de blé tracées l'ourlaient comme une écriture patiente. Le lin portait une légère odeur de lavande du tiroir où je le garde, en attente de compagnie. Je l'ai aplati avec la paume de mes mains et j'ai entendu la cuisinière répondre. Dans la cocotte en fonte, un bœuf bourguignon reposait, lourd et bienveillant. Les oignons fondaient vers la douceur. Les carottes se rendaient au bord de la fourchette. Le poivre réveillait l'air. J'ai mis un disque. Un vieil album de Jacques Brel. Sa voix ne se pressait pas. Elle grimpait, tournait en rond et laissait de la place au silence, comme un bon hôte fait de la place pour un invité en retard. Michel a appelé de l'ascenseur et je ne l'ai pas laissé frapper. J'ai ouvert la porte et la pluie est entrée avec lui. Il a secoué la tête et a ri, l'eau brillante sur ses cheveux et sa mâchoire. Pendant une seconde, il avait de nouveau 9 ans, coupable des fraises disparues d'un plateau de refroidissement. Il a dit qu'il mourait de faim. Il a dit que son appartement sentait les nouilles réchauffées et l'ambition. Il a dit qu'il avait oublié le goût d'un dîner quand quelqu'un le cuisinait exprès. J'ai pris son manteau et je l'ai mis près du radiateur. Nous avons mangé près de la fenêtre parce que la ville est une meilleure compagnie quand il pleut. Les flaques d'eau étiraient les lampadaires en ruban d'or et la Seine traçait une ligne sombre et continue à travers le monde. Il a levé sa cuillère et a fermé les yeux. Ses épaules sont tombées comme un poing se désapprend. Il a commencé à parler entre les bouchées, comme les hommes affamés se souviennent qu'ils ont le droit d'être des garçons à une table qui les aime. De longues gardes, un directeur qui préparait le café comme un médicament, un emploi du temps qui ne cessait de repousser la ligne d'arrivée. Je gardais son assiette pleine. Je voulais que la constance du repas contredise le reste de sa vie. Quand il a posé des questions sur l'appartement, je lui ai dit que je l'avais acheté 2 mois après la mort de son père.
Je voulais un endroit où le deuil ne ressemblerait pas à un examen. Le balcon faisait face à l'est. Une chaise près de la balustrade signifiait que je pouvais m'entraîner à respirer sans public. Il s'est levé et s'est dirigé vers la vitre. Il a appuyé sa paume contre la fenêtre comme si la rivière pouvait lui répondre. Il s'est retourné et a dit une phrase qui a vécu en moi depuis. Un foyer, c'est là où l'amour demeure. Il ne l'a pas laissé tomber comme un proverbe. Il l'a soulevé comme une découverte. Il a regardé le ragoût, le lin, la rivière et moi, et je l'ai cru. Je lui ai dit qu'il pouvait venir quand il voulait. Il a tendu la main à travers la table et a tenu mes doigts avec la même force tranquille qu'il utilisait enfant quand le couloir semblait trop long. Après le dîner, j'ai sorti l'album de famille. Le cuir était craquelé au coin à cause des années de pouce. Nous nous sommes assis épaule contre épaule et avons tourné les pages. Samuel dans la pâtisserie, la farine pâle sur sa joue, Michel sur une caisse de lait, appliquant du glaçage sur un gâteau qui disait « joyeux », avec une faute parce qu'il refusait de s'arrêter. Ma mère près d'une ligne de drap ensoleillé, la même nappe épinglée et flottant comme un petit drapeau. Nous n'avons pas beaucoup commenté. La voix de Brel laissait de la place à la douceur qui ne pouvait être dite sans être diminuée. Quand il est parti, il m'a embrassé sur la tempe et a promis de revenir samedi. J'ai regardé les chiffres de l'ascenseur décomptés et j'ai pensé, les rituels tiennent bon. L'amour laisse des miettes comme une piste. Les gens destinés à revenir savent comment la suivre. Dans le présent, je sors la nappe du tiroir et la tiens à la lumière. Les tiges de blé brillent. Chaque point est un petit croisement, un départ et un retour qui fait un trou. Je passe mon pouce le long de l'ourlet et je sens la patience de ma mère. Puis je la plie et la range. La cocotte en fonte est froide maintenant. Le tourne-disque est silencieux. Même l'immeuble semble attendre avant de faire un bruit. La phrase qu'il m'a donnée parcourt la pièce en cherchant des preuves. Un foyer, c'est là où l'amour demeure. Elle vérifie la chaise près de la fenêtre, la tasse sur le comptoir, le léger cercle sur la table où une assiette était autrefois posée. Elle regarde vers la porte où mon fils s'est tenu cet après-midi et a prononcé sa phrase comme si c'était un verdict. J'imagine Émilie comptant les placards avec ses yeux, mesurant une vie qui n'est pas la sienne. J'imagine Michel s'exerçant à une dureté qui n'a jamais correspondu à son visage. Le souvenir bascule sous le poids de cette image, mais il ne tombe pas. Dehors, le ciel penche de nouveau vers la pluie. La vitre s'assombrit d'une nuance. La scène resserre sa couleur. Un klaxon se plaint et s'arrête. Quelque part, un voisin laisse tomber une casserole et rit une fois du bruit. Je respire et laisse l'air calmer mes mains. Je me rappelle que les objets se souviennent. Le lin se souvient. La fonte se souvient. Une fenêtre se souvient de chaque père-dieu qui lui a jamais demandé une vue. Je n'essaie pas de rembobiner une vie. Je laisse un souvenir garder son nom. J'allume l'ampoule sous le meuble et la cuisine retrouve sa chaleur par degrés. Je remplis une casserole d'eau et la mets à feu doux. Pas de ragoût cette fois, juste de la vapeur. Le silence s'élargit et redevient bienveillant. Je regarde la porte avec un calme que je n'avais pas il y a une heure. Le garçon qui a dit qu'un foyer est là où l'amour demeure est toujours réel. L'homme qui a dit que l'appartement est à eux est aussi réel. Je peux porter les deux vérités sans laisser l'une ou l'autre décider de qui je suis. Avant que le minuteur sur la cuisinière ne puisse atteindre un frémissement, je me suis permis de me souvenir d'un détail de plus de cette nuit pluvieuse. La façon dont Michel a appuyé son front contre la fenêtre et a tracé un cercle dans la buée avec son articulation. La façon dont il m'a regardé. Une question dans ses yeux qui n'a jamais eu besoin de langage. La façon dont j'ai répondu en remplissant à nouveau son assiette et en posant ma main sur la sienne un instant de plus que ne l'exigent les bonnes manières. Un engagement sans paperasse. Si l'amour reste, le foyer reste. Si l'amour choisit de partir, je reste. La pluie commence. La fenêtre recueille ses fils d'argent. Je me détourne de la vue et fais face à la pièce que je protégerai. Je sais ce que je vais faire ensuite, et je sais qui appeler quand l'eau commencera à murmurer. J'ai éteint la cuisinière et essuyé le comptoir. La cuisine s'est refermée comme un livre. J'ai enfilé mon manteau. Le tissu gardait un frisson comme si la pièce avait déjà décidé que je n'appartenais pas à son climat. J'ai plié le linge, vérifié la porte du balcon et pris mon sac à main. Le silence semblait poli et final. J'ai tiré la porte et j'ai senti le joint presser un fin courant d'air contre ma joue. Sur le seuil, j'ai hésité, entendant l'appartement respirer comme un coquillage retient un océan. Le départ peut ressembler à un consentement.
Le couloir sentait le nettoyant pour tapis. Le bouton de l'ascenseur a entouré mon doigt d'ambre. Quand les portes se sont ouvertes, un silence réfrigéré a glissé sur ma peau. J'ai appuyé sur RDC pour le rez-de-chaussée et j'ai regardé les chiffres tomber. 20, 19, 18. Le bourdonnement sous mes chaussures s'est lissé en une longue note. Mon reflet dans l'acier ressemblait à une femme s'entraînant à être plus petite qu'une pièce. Au 15e, un homme avec un étui à violon est entré. Nous avons échangé le sourire prudent d'étrangers qui acceptaient de partager le silence. 12, 9, 6. Les câbles chantaient leur hymne métallique. Je voulais demander si la musique était son travail ou son refuge. J'ai laissé la question en suspens. Au 4e, les portes se sont ouvertes sur un couloir vide. L'immeuble ne m'offrait nulle part où aller, sauf vers le bas. 3, 2, 1. La cloche a sonné avec une gaieté empruntée. Le hall m'a accueilli avec du marbre et un air assez froid pour trouver ma clavicule. Le gardien a levé une main. J'ai levé la mienne. La porte tournante m'a recueilli et m'a déposé sur l'avenue. La ville respirait la pluie et le métal. Un taxi s'est arrêté comme s'il avait écouté mon besoin. J'ai donné au chauffeur mon adresse dans le 13e arrondissement. Il l'a répété avec des voyelles patientes qui me rappelaient Samuel. Nous avons rejoint le flux. Les lumières s'ouvraient et se fermaient comme des branchies. Les ponts se comptaient sur l'eau. La ligne d'horizon reculait. J'ai tracé une ligne dans la buée de la fenêtre et je l'ai regardée s'estomper. Mon appartement de location est petit. Il est honnête sur ses limites. La cage d'escalier sent le vieux vernis et les courses. La serrure du 3e étage cède avec un tour réticent. Je l'aime pour dire la vérité sur l'effort. À l'intérieur, le parquet conserve un peu de soleil emmagasiné. Le radiateur garde ses secrets pour l'hiver. J'ai posé mon sac sur le comptoir et je suis resté immobile jusqu'à ce que la pièce se souvienne de moi. La première nuit après une rupture a sa propre gravité. Elle pèse sur les poumons. Elle transforme les côtes en une porte qui ne s'ouvrira pas en grand. J'ai rempli un verre et je me suis assise sur le bord du lit. Le matelas offrait une gentillesse simple. Dehors, une sirène se disputait avec le silence. Quelque part, une porte a claqué et est restée fermée. La respiration devrait être simple. Ce soir, elle demandait à être gérée. Inspirer sur 4 temps, expirer sur 6. Je me suis coachée comme une débutante. Ma poitrine a obéi par centimètres. Une oppression a dessiné un petit cercle sous ma clavicule et a refusé de s'expliquer. Je lui ai permis d'exister. Résister à la douleur ne fait que l'aiguiser. La fenêtre était ouverte de la largeur de 2 doigts. L'air se déplaçait avec le grain doux du trafic tardif. Je voulais que la nuit passe comme une couture nette. Au lieu de cela, elle a tourmenté un nœud. J'ai glissé la valise de sous le lit et j'ai soulevé l'album. Le cuir avait la souplesse d'une vieille poignée de main. Les coins étaient usés par des années de tournage et de retour. Je l'ai placé sur mes genoux et j'ai ouvert la première page. Samuel se tenait dans une chute de neige de farine. Quelqu'un l'avait surpris en train de rire avec ses yeux. J'ai touché la photo avec un doigt. Le papier restait froid. Peu importe combien de temps je lui demandais de se réchauffer. J'ai tourné la page. Michel enfant avec une cuillère en bois. Ma mère près de draps ensoleillés. La nappe, un petit drapeau blanc parlant de foyer. La pâtisserie en hiver. Ses fenêtres embuées par le souffle du pain. Chaque image apportait son propre climat. Mon corps s'inclinait pour correspondre. Alors que les photos se rapprochaient du présent, un tremblement a rejoint mes mains. Pas une secousse dramatique, une fine agitation privée qui faisait frémir les coins avant qu'ils ne se stabilisent. Je me suis arrêtée sur une photo de Michel à 10 ans, manches retroussées, glaçant un gâteau avec un sérieux de chirurgien. Il avait mal orthographié, joyeux, et avait refusé de le gratter parce que la joie avait déjà choisi sa forme. Je me suis souvenu comment son rire parcourait le couloir comme un chien brillant lâché en liberté. Je me suis souvenu comment il traitait mes mains comme des cartes. Le tremblement a progressé. J'ai posé l'album sur la couverture et j'ai pressé mes paumes l'une contre l'autre jusqu'à ce que la chaleur s'accumule. Puis j'ai soulevé le livre à nouveau. J'ai inspiré. J'ai expiré. J'ai nommé ce qui vivait en moi. Le chagrin, la fatigue, un espoir bas et tenace qui ne voulait pas mourir. J'ai fermé l'album et je l'ai posé contre mes genoux. La pièce ne semblait pas hostile. Elle semblait attentive. Je pouvais voir le couloir des heures entre minuit et le matin.
Chaque heure demanderait s'il fallait rejouer ou se reposer. J'ai éteint la lampe et j'ai laissé la ville écrire une rivière de lumière peu profonde sur le plafond. Dans cette eau sombre, je me suis permis de flotter. Le sommeil est venu tard et léger. Pourtant, il est venu. À l'intérieur, une phrase s'est ancrée. Silencieuse et durable. Je n'ai pas à gagner ce soir. Je dois seulement tenir. Quand je me suis réveillée, l'air s'était rafraîchi. La pièce avait gardé ma place. Mes mains étaient assez stables pour verser de l'eau pour le thé. J'ai réchauffé mes paumes autour de la tasse et j'ai remercié le matin d'être arrivé. La miséricorde ordinaire compte quand les grands gestes échouent. La journée à venir demanderait des décisions. Le téléphone sonnerait. Le monde continuerait de parler dans sa grammaire du besoin. Pour l'instant, je me tenais à la fenêtre et je regardais un avion dessiner un arc patient à travers un nouveau ciel. La page n'avait pas été arrachée. Elle avait été tournée. J'ai croisé Franck dans les escaliers le lendemain matin. L'immeuble sentait le café et les journaux mouillés de l'épicerie du coin. Il s'est arrêté 2 marches au-dessus de moi et a touché sa casquette. Nous nous étions parlé par hochement de tête pendant des mois. Maintenant, ses yeux étudiaient mon visage comme s'il avait entendu ma nuit respirer à travers les murs. « Vous avez l'air de quelqu'un qui porte une pièce sur son dos », a-t-il dit. J'ai voulu rire. Le son est resté plié dans ma poitrine. Je lui ai dit que j'allais bien. Il a regardé le mensonge et n'a pas argumenté. Il s'est écarté et m'a laissé passer, puis m'a suivi. Aux boîtes aux lettres, il triait les enveloppes avec l'efficacité d'un boucher. Facture à gauche, catalogue à droite, une seule carte postale au milieu qu'il a retournée 2 fois. Je suis resté là, les mains vides. Il a remarqué, la casquette inclinée en arrière. Une invitation. Un café, dit-il. L'épicerie du coin fait un café honnête. Asseyez-vous avec moi. Ça occupera vos mains. Nous avons pris la table près de la fenêtre. Franck a remué du sucre dans son gobelet en carton, puis a posé le bâtonnet comme pour terminer une petite prière. J'avais une maison, a-t-il commencé, un pavillon en banlieue, 2 étages, un porche assez grand pour cette chaise et une radio. Hélène cultivait des tomates contre la clôture sud. Mes garçons faisaient leurs devoirs à la table de la cuisine. Les soirs d'été, les voisins apportaient des pêches et nous échangions des blagues jusqu'à ce que les moustiques gagnent. Ce n'était pas une grande maison. C'était une maison fidèle. Il a souri. Puis le sourire s'est refermé. Mon plus jeune fils, Danny, pouvait tout réparer sauf sa propre chance. Il changeait votre pneu sous la pluie et oubliait d'encaisser son chèque de paie. Un entrepreneur l'a mené en bateau. Des promesses au lieu de salaire. Vous connaissez le scénario. L'hiver venu, il avait une pile de factures et un regard qui disait qu'il ne verrait pas le printemps. Franck a levé sa tasse mais n'a pas bu. Il m'a demandé d'emprunter sur la maison. Pas de la vendre, juste emprunter. Il a juré qu'il réglerait ça en 1 an. 6 mois si les chantiers se présentaient bien. Hélène a dit, attends et réfléchis. J'ai dit que nous n'allions pas laisser notre garçon se noyer pendant que nous comptions les cuillères. J'ai signé. Ça a commencé avec les intérêts, puis le principal. Bientôt, les traites se reproduisaient comme des souris. Danny disait qu'il gérait. Il gérait ça comme un homme gère une marée. Hélène découpait des coupons et plantait une autre rangée. Je prenais des quarts de travail supplémentaires et je prétendais que c'était des passe-temps. La banque était polie jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Le jour où l'homme est venu avec son presse-papier, Hélène cuisinait. La maison sentait la cannelle et le vieux papier. Il a dit que le moment était mal choisi. Il a dit que la paperasse était complète. Il a dit que nous aurions un délai raisonnable pour quitter les lieux. J'ai demandé s'il avait déjà déménagé 35 ans de dimanche. Il a dit qu'il comprenait. Je lui ai dit que non. Le rire de Franck fut bref et rouillé. Les voisins ont offert des canapés. Quelqu'un connaissait un cousin avec un sous-sol. Les dames de l'église ont emballé nos cadres avec la douceur d'un sacrement. Danny a cessé de passer. La honte est un serrurier qui travaille de l'intérieur. Hélène a dormi 2 semaines chez sa sœur et n'est jamais revenue. Elle disait qu'elle ne supportait pas d'entendre une nouvelle famille trouver nos interrupteurs. Il a finalement bu. J'ai cet appartement maintenant. Il est bien. Le radiateur connaît mon nom. Le concierge répare les fuites avant qu'elles ne deviennent des sermons. J'achète des fleurs le vendredi et je les laisse auditionner pour la joie sur le rebord de la fenêtre. Les gens survivent à pire. Pourtant,
Parfois, quand une porte de bus s'ouvre, je peux sentir la cannelle. Je cherche Hélène dans le reflet et je trouve ma casquette à la place. Il m'a regardé. J'ai hoché la tête. La vérité est plus légère quand quelqu'un la porte avec vous. Il s'est penché plus près. Quelqu'un a pris votre pièce. Je vois le cadre vide autour de vous. C'était peut-être une personne. C'était peut-être un moment. La forme de la perte est la même. Vous voulez être la bonne mère qui attend sur le porche avec la lumière allumée. Vous pensez que la douceur escortera une chose dure pour la rendre douce. Je suis assez vieux pour vous dire ceci. La douceur attire les crocs quand le monde décide que vous êtes comestible. Il a continué. Je ne connais pas votre garçon. Je suis sûr qu'il peut être gentil. Je suis sûr qu'il a des raisons qui ressemblent à des faits. Mais il y a une ligne que les enfants ne peuvent pas franchir sans devenir une espèce différente. Demandez-moi comment je le sais. Il a fait glisser la carte postale sur la table. Une plage, 2 chaises, personne. Au dos, en lettres capitales soignées, Danny avait écrit une adresse de retour et rien d'autre. Franck a tapoté la carte. Il est sobre maintenant. Il répare des lave-vaisselle en Floride. Il appelle le dimanche. Il dit qu'il veut venir. Je lui dis qu'il devrait. Je lui rappelle que j'habite au 3e et qu'il n'y a pas d'ascenseur. Les escaliers font partie du prix. Je lui pardonne tous les matins. Je ne peux pas me permettre d'oublier. Le café était devenu tiède. Aucun de nous ne s'en souciait. On vous dira d'être patiente. La patience est sainte jusqu'à ce qu'elle devienne une laisse. On vous dira que la famille est tout. La famille est tout jusqu'à ce qu'elle dévore la personne que vous êtes. Le chagrin empruntera votre voix et essaiera de parler pour vous. Laissez-le pleurer, puis reprenez votre bouche. Il s'est levé. Je me suis levée avec lui. La cloche de l'épicerie a carillonné. Un enfant a traîné un sac à dos brillant. Le monde s'est déclaré ouvert aux affaires. Franck a posé une main douce sur mon épaule et a rencontré mes yeux. J'ai senti la phrase attendre dans ma bouche. Je savais que j'en aurais besoin avant la fin de la journée. Écrivez votre limite pendant que votre main est encore stable, a-t-il dit. Invitez l'amour. Verrouillez la porte contre le sentiment de droit. Laissez la lumière du porche allumée pour la personne, pas pour le comportement. Et Thérèse, écoutez-moi. S'il vous plaît, ne vous laissez pas devenir une invitée dans votre propre maison. La phrase de Franck m'a suivi de l'épicerie au métro comme un tambour régulier. Je ne me suis pas pressée. Chaque pâté de maison a appris à mes pieds comment appartenir de nouveau au sol. Au tourniquet, j'ai décidé d'appeler Linda. Nous ne nous étions pas parlé depuis trop longtemps. Aux funérailles de Samuel, elle m'avait mis de la soupe dans les mains et était restée jusqu'à ce que je mange. Linda écoute avec toute sa posture. Elle pratique aussi le droit immobilier sans sourciller. Elle a répondu avant la 2e sonnerie et a prononcé mon nom avec soin et certitude. Je lui ai dit que j'avais besoin de café et de vérité à parts égales. Elle m'a dit de venir à son bureau. 3 arrêts si le métro se comportait bien. J'ai serré mon sac contre moi comme une répétition pour tenir ce qui était à moi. Son immeuble est situé au-dessus d'un fleuriste. L'ascenseur m'a livré à un couloir bordé de vieilles cartes de Paris. Elle a ouvert la porte avant que je ne puisse frapper. Plus d'argent filait ses cheveux. La même chaleur précise restait dans ses yeux. Voulez-vous continuer à être poussé dehors ou revenir dans votre propre vie? La question n'avait besoin d'aucun coussin. J'ai senti ma colonne vertébrale répondre avant ma bouche. Je lui ai parlé de l'appartement, des clés sur le comptoir, du ton brusque d'Émilie, de la phrase de Michel en forme de verdict. Je lui ai parlé de la nappe blanche sous la pluie, de Franck dans les escaliers, de la ligne qui ne cessait de se dresser en moi comme un garde. Linda a roulé sa chaise vers l'ordinateur et a ouvert les registres de la ville. Elle a demandé mon nom complet, le bloc et le lot, la date d'achat. Je lui ai remis le dossier de mon tiroir de bureau, celui avec les copies dont Samuel se moquait. Nous avons parcouru ligne par ligne. Actes de propriété, hypothèque, main levée, reçus fiscaux, assurances, règlement de copropriété. Procès-verbaux de la réunion où il m'avait approuvé. Ma signature parcourait les pages comme une vieille amie. Pas de propriété conjointe, pas de transfert, pas de charge persistante. Mon nom était seul. Elle a levé les yeux. Votre propriété est nette. Ce que votre fils croit pouvoir donner ne lui appartient pas. Elle a posé ses lunettes sur le bureau. Le deuil déforme le jugement. Le sentiment de droit réécrit le langage.
Les gens commencent à appeler les cadeaux des obligations. Ils renomment la prise en aide. La loi ne partage pas leur vocabulaire. Quelque chose a cliqué dans ma poitrine comme une serrure trouvant sa place. Pas un triomphe, une orientation. J'avais marché dans le brouillard. Maintenant, je pouvais voir le trottoir. Linda a imprimé le résumé de propriété et me l'a glissé. Puis elle a dessiné un rectangle sur un bloc-notes juridique et a étiqueté 3 chemins. Conserver le titre avec une sécurité accrue. Placer le bien dans une fondation ou une association en tant que bien inaliénable avec moi comme usufruitière. Ou transférer le titre à une fondation caritative tout en conservant un droit d'usage et d'habitation à vie afin que je puisse y vivre et diriger la mission de la propriété plus tard. Chaque chemin avait des coûts et des avantages. Chacun était un type de limite différent. Nous avons fait du thé dans la petite cuisine. Elle m'a parlé d'une tante qui a laissé un cousin rester pour une saison et qui s'est réveillée des années plus tard pour le trouver revendiquant la maison. Le tribunal a corrigé l'acte. La famille n'a jamais retrouvé sa forme. Linda n'essayait pas de m'effrayer. Elle offrait les conséquences sans cruauté. De retour au bureau, elle a demandé mes valeurs avant mon choix. Quelle issue vous permettrait de dormir? Je lui ai dit que je voulais honorer Samuel, cesser d'apprendre à Michel que mon amour était une porte qu'il pouvait défoncer, garder ma maison sans transformer mon cœur en béton. Linda a hoché la tête et a dit que la loi pouvait séparer les droits des ressentiments. Je pouvais garder l'un et libérer l'autre. Elle a recommandé la fondation caritative avec un droit d'usage à vie, ou usufruit. Cela rendrait mon intention sans équivoque. Cela mettrait le bien hors de portée d'une manipulation facile. Cela me permettrait toujours d'y vivre. Nous avons commencé la paperasse. Nom de la fondation, objet, gouvernance, administratrice, successeur. Un langage sur la dignité du logement qui sonnait comme la main de Samuel sur mon épaule. J'ai signé avec un stylo qui ne tremblait pas. Linda a déposé les avis et a programmé un rendez-vous chez le notaire. Elle a passé en revue les prochaines étapes. Enregistrer l'acte, déposer la déclaration d'usufruit, informer le syndic et l'assureur, conserver les copies en lieu sûr. Elle m'a remis une liste de contrôles et a écrit la date d'aujourd'hui en haut. Nous avons fait une pause. Elle a posé les 2 paumes sur le dossier comme pour bénir du pain. Je garderai des duplicata. Vous gardez les originaux. Si quelqu'un vous dit que l'amour exige la capitulation, montrez-lui la page 4. Je me suis levée. La pièce semblait plus haute. À la porte, elle a touché mon coude. Préparez-vous à la conversation qui viendra. Décidez de vos mots maintenant pour ne pas les emprunter à la colère plus tard. Sur le trottoir, j'ai acheté des pivoines et les ai emportées dans le métro comme un bouclier doux. J'ai tenu le bouquet et le dossier et j'ai senti le poids se diviser correctement. Le papier pour la loi, les pétales pour la vie. Dans le métro, j'ai pratiqué des phrases. Je n'argumenterai pas. Je n'expliquerai pas ce que la loi déclare déjà. Je parlerai une fois et laisserai le silence travailler. J'ai glissé une carte du dossier et j'ai écrit une ligne pour moi-même. Tiens ce qui est à toi sans t'excuser. De retour dans le 13e, j'ai mis les pivoines dans un vase et j'ai placé le dossier à côté de l'album. J'ai appelé Linda pour confirmer l'heure du notaire. Elle m'a rappelé de respirer et de dîner. Avant de me coucher, j'ai relu la liste, traçant chaque verbe du bout du doigt. Préparer, réviser, signer, enregistrer, notifier, conserver. Des verbes pour une vie qui retourne à son propre centre. J'ai placé le dossier dans le tiroir et je l'ai refermé. Le loquet s'est enclenché avec un déclic satisfaisant. L'appartement ressemblait moins à une salle d'attente et plus à un endroit avec des projets. À la fenêtre, la ville a expiré et la Seine a gardé sa ligne stable. J'ai laissé la phrase de Franck rencontrer la question de Linda. Ne sois pas une invitée dans ta propre maison. Reviens dans ta vie. La nuit m'a tenue sans hâte. Ma respiration correspondait au rythme patient de la Seine. J'ai dormi et me suis réveillée plus stable. Le plan était prêt. Le matin, la liste de contrôle s'était transformée en résolution. L'action faisait un oreiller plus propre que l'inquiétude. J'ai appelé Linda à 9 heures. Elle a répondu avec le calme de quelqu'un qui taille ses crayons avant les tempêtes. Nous nous sommes retrouvés à nouveau à son bureau. Elle a commencé sans cérémonie. Une fondation caritative, dit-elle, nommée en l'honneur de Samuel Lemoine. Son but est ancré dans la dignité du logement, sa structure conçue pour garder le bien en sécurité et utile. Nous transférerons le titre de propriété de l'appartement à la fondation.
Vous conserverez l'usufruit, le droit enregistré d'y vivre, d'en jouir, de l'entretenir et de diriger sa mission de votre vivant. À votre décès, la propriété restera à la Fondation pour soutenir les familles en transition. Des lignes claires, une loi nette, aucune place à la confusion. Linda a fait glisser une ébauche sur son bureau. Le nom m'a semblé juste quand je l'ai lu. La Fondation Samuel Lemoine pour le foyer et la dignité. Elle a pointé les clauses dans un ordre calme. Acte de donation. Mémorandum d'usufruit. Obligation d'entretien. Assurance. Statut fiscal. Composition du conseil d'administration, rapport, but caritatif, écrit en français simple. Elle avait construit une maison avec des mots et m'invitait à tester les charnières. J'ai signé les documents de création. Elle a appelé le notaire. Le sceau a atterri avec une grâce nette. Ce n'est pas du drame, a-t-elle dit. C'est de la conception. Nous concevons vos limites pour qu'elle n'ait pas besoin de crier. À la banque, nous avons ouvert un compte pour la fondation. J'ai signé les cartes. Le directeur de l'agence m'a serré la main comme s'il saluait Samuel. Nous avons enregistré la capitalisation initiale. La majeure partie de la valeur serait l'appartement lui-même. Nous sommes allés au service de la publicité foncière pour enregistrer l'acte. Le greffier a vérifié notre dossier et a hoché la tête. Lorsque le scanner a cliqué, une ligne a bougé dans la mémoire de la ville. L'appartement est passé de mon nom personnel au registre de la fondation. L'acte d'usufruit portait ma signature comme un sceau. J'ai demandé à Linda si la culpabilité avait un sens. Elle a secoué la tête. Vous ne vous cachez pas. Vous gérez un patrimoine. Il n'est pas égoïste de mettre son masque à oxygène en premier. Il n'est pas cruel d'arrêter de confondre la capitulation avec l'amour. De retour à son bureau, nous avons écrit des lettres au syndic de copropriété, à l'assureur, à mon comptable, à l'adresse temporaire de la fondation. Chacune portait la même phrase simple près du début. La propriété a été transférée à la Fondation Samuel Lemoine pour le foyer et la dignité, et Thérèse Lemoine conserve un usufruit enregistré. Pas de mélodrame, pas de supplication, juste les contours d'une nouvelle architecture. Nous avons programmé la première réunion du conseil d'administration, petite et digne. Linda et moi servirions jusqu'à ce que nous recrutions 2 membres supplémentaires ayant une expérience dans le logement. J'ai suggéré Henri de l'immeuble comme conseiller communautaire. Il sait à quoi ressemble la sécurité quand un hall devient silencieux. Linda a hoché la tête. Elle a tourné son moniteur pour que je puisse voir le dossier numérique grandir. Les titres s'empilaient comme des briques, acte de propriété, mémorandum d'usufruit, statut, règlement intérieur, reconnaissance de l'administration fiscale, résolution bancaire, avis au conseil d'administration, demande d'avenant d'assurance. Cet après-midi-là, j'ai marché jusqu'à la Seine et me suis appuyé sur la balustrade. Les péniches se déplaçaient comme des bêtes patientes. Les mouettes cousaient des arcs brillants à travers le temps. Le sentiment qui montait en moi n'était pas la vengeance. C'était la symétrie. Pendant des années, j'avais appris à mon fils que l'amour signifiait l'accès sans demander. Aujourd'hui, j'ai appris au monde et à moi-même une leçon différente. L'amour a des portes. Les portes ont des serrures. Les serrures s'ouvrent sur invitation et se ferment par sagesse. Le pouvoir ne ressemblait pas à un point. Il ressemblait à une colonne vertébrale. Je me tenais plus droite. J'ai répété la conversation. Je ne la chercherai pas, mais je ne l'éviterai pas. Si Michel demandait où étaient les clés, je dirais qu'il en avait déjà une paire. S'il demandait où était passée la propriété, je dirais qu'elle est allée là où le sens va quand il mûrit, vers l'extérieur. Sur le chemin du retour, j'ai acheté une petite plaque en laiton dans une quincaillerie. Les lettres étaient carrées et simples. La Fondation Samuel Lemoine pour le foyer et la dignité. Je la placerai discrètement près de l'entrée, non comme une vantardise, mais comme une boussole. J'ai nettoyé la table de la cuisine chez moi et j'ai posé une feuille blanche. J'ai écrit la mission à la main avant de la taper. Les mots manuscrits affermissent la main. L'abri protège des intempéries. Le soin protège de la solitude. La loi protège de la prédation. Cela tiendrait. J'ai signé et j'ai respiré plus facilement. De retour à mon appartement, j'ai mis le dossier dans le tiroir et j'ai préparé du thé. J'ai pensé aux mains de Samuel saupoudrées de blanc, au sourire de Michel quand il a mal orthographié, joyeux. Les deux étaient vrais. Les deux étaient à moi de les garder sans laisser l'un ou l'autre écrire mon avenir. La force peut être douce.
La douceur peut être forte quand elle choisit enfin un cadre. Au crépuscule, je suis allée à l'église et j'ai allumé une bougie pour quiconque pourrait se reposer dans cet appartement après mon départ. Une seule flamme pratiquant l'endurance. J'ai prié pour un avenir où une famille pourrait poser ses sacs dans une pièce qui se souvient de la gentillesse. J'ai prié pour continuer à devenir une femme qui connaît la différence entre un cœur ouvert et une porte non verrouillée. Téléphone en silencieux, je suis rentrée chez moi et j'ai collé une note sur mon réfrigérateur. Lis, repose-toi, n'explique pas. J'ai mis un réveil pour les courses du matin. Linda déposerait les derniers formulaires à la préfecture. Je rédigerai une phrase de mission pour le site web de la fondation. Une page qui dit « Nous croyons que le logement n'est pas un prix mais un droit. Nous croyons que la dignité trouve sa place sur le pas de la porte avec une clé. » Quand je me suis couchée, je n'ai pas compté les pertes. J'ai compté à nouveau les verbes. Former, signer, enregistrer, notifier, honorer. La pièce semblait plus haute, l'air moins emprunté. La journée n'avait rien pris de ce dont j'avais besoin. Elle avait rendu quelque chose que j'avais oublié de posséder. Dans le silence avant le sommeil, j'ai entendu ma voix avec une nouvelle assurance. Si tu penses que c'est ce qu'il faut faire, alors c'est ce qu'il en sera. Mais maintenant, ce qui est juste à mon écriture. Le renversement avait commencé, pas une bataille, un retour au centre. Ma respiration correspondait au trafic régulier sur l'avenue. Mon cœur bougeait comme un pendule qui avait trouvé son horloge. La matinée s'est installée dans un rythme régulier. Papiers classés, courriels envoyés, thé refroidissant sur le comptoir à côté de la liste de contrôle. Je sentais la nouvelle architecture tenir, silencieuse mais solide. Vers midi, mon téléphone s'est allumé avec le nom de Michel. J'ai répondu avant que le courage n'ait le temps de se déguiser en peur. Maman, juste pour te prévenir, dit-il sèchement, comme s'il réservait une salle de conférence. Nous emménageons les parents d'Émilie dans l'appartement ce week-end. Samedi pour les meubles, dimanche pour les cartons. Le créneau de l'ascenseur est confirmé. J'amènerai un serrurier pour changer les cylindres. Ce sera plus simple si tu n'es pas là. Les mots n'ont pas atterri. Ils ont marché. J'ai regardé la bouilloire, la vapeur s'élevant en un ruban régulier, la plaque de laiton sur le comptoir, attendant les vis. Ma colonne vertébrale a retrouvé sa forme. Je comprends, dis-je, chaque syllabe précise et nette. Il a comblé le silence d'instruction. J'aurai besoin de la clé de rechange de ton bureau. Laisse-la à Henri. Le père d'Émilie a un mauvais genou. Moins de marche l'aiderait. Aussi, si tu pouvais enlever tes affaires personnelles d'ici vendredi, c'est gênant de faire les cartons autour des souvenirs de quelqu'un d'autre. J'ai gardé une respiration régulière. Je comprends. La phrase tenait dans ma bouche comme une pierre mesurée. Il a pris ma gentillesse pour de la conformité. Le sentiment de droit porte souvent ce costume. Super. C'est pour le mieux. Je sais que tu utilises à peine l'endroit. Merci d'être raisonnable. Du papier bruissait. Il passait déjà à autre chose. Je t'enverrai le programme par SMS. Je comprends, dis-je pour la 3e et dernière fois et j'ai mis fin à l'appel. La pièce n'a pas changé. La lumière, si. Mon pouls a descendu un escalier et s'est arrêté sur le palier. Le silence a élargi ses poumons. J'ai placé le téléphone face contre table et j'ai glissé la liste de contrôle à côté. J'ai éteint la bouilloire et j'ai versé l'eau dans l'évier. La vapeur s'est dissoute. Mes mains ne tremblaient pas. Le pouvoir de ne pas expliquer a rempli la pièce comme une marée qui tourne tranquillement sous une jetée. Les SMS sont arrivés dans une parade staccato. Samedi entre 9h et 13h, dimanche 10h, serrurier à midi. J'ai lu chaque ligne comme si elle appartenait à l'itinéraire d'un étranger. Puis j'ai mis la conversation en sourdine. Limite fixée. Conversation terminée. J'ai nettoyé le comptoir avec des cercles lents et délibérés. La répétition est un moteur doux. J'ai enveloppé la plaque de laiton dans du papier de soie et je l'ai placée dans mon sac avec les petites vis et le tournevis. J'ai mis le dossier dans le tiroir et je l'ai verrouillé. Le petit déclic a sonné comme un accord. Le bourdonnement de l'appartement est revenu à sa tonalité ordinaire. L'après-midi s'est étiré en une lumière plus longue. J'ai marché jusqu'à la scène et j'ai laissé le vent relire ma posture. Les péniches se déplaçaient comme si l'eau leur appartenait. Les mouettes débattaient en syllabes courtes. Je n'ai rien répété. J'ai laissé la journée s'installer autour de moi sans demander la permission. De retour à la maison,
j'ai mis du riz à mijoter et j'ai tranché du gingembre assez fin pour disparaître. Le couteau bougeait avec justesse. La mémoire musculaire peut être une miséricorde. La nuit est arrivée sur des souliers silencieux. J'ai lavé le bol et je l'ai laissé sécher. Puis j'ai ouvert l'album et je l'ai placé sur mes genoux. Le cuir s'est réchauffé. Le tremblement n'est pas revenu. J'ai tourné les pages avec un pouce stable. Les images ont fait leur travail sans argument. Amour, travail, petite fête, une vie mesurée en pain et en manches retroussées au-dessus du coude. J'ai laissé la page reposer sur Michel pressant sa paume contre la vitre de l'appartement, la pluie brillant sur ses jointures. L'image portait sa propre phrase sur le foyer. J'ai écrit une seule ligne sur une fiche et je l'ai glissée sous le ruban de l'album. Parle une fois. Laisse le silence finir le paragraphe. L'instruction ressemblait à une lanterne que je pouvais porter d'une main. Le sommeil n'est pas venu tôt. La douleur a rapproché sa chaise. La clarté s'est assise à côté. Je me suis allongé sur le côté et j'ai compté ma respiration. Inspiré sur 4, expiré sur 6. Entre les comptes, j'ai listé les vérités que je ne négocierai pas. Je suis la gardienne de ma maison. L'amour n'exige pas le vol. Les limites sont bienveillantes quand elles tiennent le poison à l'écart. Vers minuit, je me suis levée et je me suis tenue à la fenêtre. Mon quartier dormait. Un bus tardif a soupiré et a continué. J'ai pressé ma paume contre la vitre comme Michel l'avait fait une fois, et la fraîcheur a répondu. Dans le reflet, je pouvais voir le contour de mes épaules carrées sans effort. Le chagrin vivait toujours dans la pièce. Il ne dirigeait pas la réunion. J'ai préparé une camomille et je me suis assise à la table avec un stylo. J'ai commencé une lettre à moi-même, datée et signée, pas pour le tribunal, pas pour l'argumentation, pour la mémoire. Aujourd'hui, j'ai choisi le cadre qui convient à ma vie. Aujourd'hui, j'ai appris que dire moins peut avoir plus de poids qu'un discours. Aujourd'hui, j'ai appris que je comprends est une porte qui se ferme doucement et se verrouille du bon côté. Quand la tasse fut vide, je l'ai rincée et j'ai plié une serviette sur le bord de l'évier. J'ai éteint les lumières et je me suis recouché. Le lit m'a accueilli. La colonne vertébrale a écouté ses propres instructions. J'ai imaginé le samedi comme on imagine la météo sur un bulletin. Des systèmes en mouvement, des gens qui emballent, un serrurier testant une poignée qui refuserait de coopérer. Je n'ai pas planifié de confrontation. Je n'ai pas répété la douleur. J'ai placé ma confiance dans les documents déjà déposés, les signatures déjà sèches, la loi déjà prononcée. Le sommeil est venu comme une marée qui respecte le rivage. Quand il s'est levé, j'ai rêvé d'une maison avec des fenêtres ouvertes et des portes qui connaissaient mon nom, un endroit où la lumière attendait et ne faisait pas de sermon. Je me suis réveillé avant l'aube. La pièce était baignée dans la première preuve pâle du matin. Le téléphone était sombre. La ville inspirait sur la table. L'affiche attendait. Parle une fois. Laisse le silence finir le paragraphe. Je l'ai glissé dans mon sac à main à côté de mes clés et du petit tournevis. Si la tempête arrivait, je la rencontrerais debout, sans crier, sans supplier, présente, stable et déjà ancrée. Je me sentais profondément prête. Le samedi est arrivé avec un ciel bleu clair, le genre de temps que les gens appellent parfait. Je n'étais pas à l'appartement. Au lieu de cela, j'étais assise à une petite table dans un café tranquille près du canal Saint-Martin, une tasse de café noir refroidissant devant moi, et la plaque de laiton enveloppée dans du papier de soie à mes côtés. D'où j'étais assise, la ville bougeait sans moi, et pour une fois, c'était intentionnel. Monsieur Henry et moi avions parlé la veille. Il savait exactement quoi faire. Son travail n'était pas de bloquer l'ascenseur ou de discuter. C'était de remettre une enveloppe. À l'intérieur, il n'y avait pas de confrontation. Pas d'insulte, juste la vérité. Imprimée sur du papier juridique, tamponnée, signée, enregistrée. À 9h05, ils sont arrivés. Michel d'abord, marchant en avant comme pour protéger les parents d'Émilie de tout inconvénient. Émilie suivait, les lèvres pincées en une ligne qui ressemblait à de la satisfaction. Derrière venait son père, s'appuyant lourdement sur une canne, et sa mère serrant un sac de courses rempli de produits de nettoyage. Les portes d'entrée de l'immeuble se sont ouvertes en soupirant, et Monsieur Henry, vêtu de son pull gris soigné, s'est avancé avec la précision calme d'un homme qui avait observé des décennies de drame humain dans le même hall. « Bonjour », dit-il, avec le genre de courtoisie qui peut être plus désarmante que l'hostilité. Il a fouillé dans sa poche intérieure et a sorti l'enveloppe. « Avant que vous ne montiez, monsieur Lemoine, ceci est pour vous. »
Michel fronça les sourcils, l'impatience déjà visible dans sa mâchoire. Qu'est-ce que c'est? Henri n'a pas répondu directement à cette question. De l'avocate de votre mère, dit-il simplement, et il plaça l'enveloppe dans la main de Michel. Émilie y jeta un coup d'œil, une étincelle de malaise vacillant dans son expression avant qu'elle ne la masque. Nous pourrons le lire plus tard, dit-elle, se dirigeant déjà vers l'ascenseur. Mais Michel avait toujours été curieux jusqu'à la faute. Il a déchiré le haut de l'enveloppe, faisant glisser la pile de papier net. Ses yeux ont balayé la première page, se déplaçant rapidement au début, puis ralentissant, sa bouche se resserrant. Le père d'Émilie se pencha plus près. Qu'est-ce que ça dit? Michel ne répondit pas immédiatement. Son regard se figea sur la ligne qui comptait le plus. Propriétaire enregistré. La Fondation Samuel Lemoine pour le foyer et la dignité. Usufruitière. Thérèse Lemoine. Il le relut, comme si la répétition pouvait le changer. Son visage passa de la confusion à l'incrédulité, puis à quelque chose de plus difficile à nommer, une prise de conscience que les règles du jeu avaient été réécrites sans sa permission. Émilie attrapa les papiers, sa main tremblant légèrement. Elle lut par-dessus son épaule, ses yeux se rétrécissant devant le langage juridique impossible à déformer. Alors, cela signifie. Henri, toujours debout à une distance polie, combla le silence. Cela signifie que la Fondation possède la propriété. Votre mère conserve le droit légal d'y vivre pour le reste de sa vie. Personne n'emménage sans son consentement. La mère d'Émilie ajusta la sangle de son sac, étudiant soudainement les carreaux du sol comme s'il pouvait offrir une issue. Son mari passa sa canne d'une main à l'autre, la bouche ouverte mais aucun mot ne sortant. La mâchoire de Michel se serra. C'est ridicule, marmonna-t-il, mais il n'y avait aucun poids derrière. Seulement le son creux de quelqu'un essayant de reconquérir un terrain qui avait déjà été pavé. Le ton d'Henri resta stable, presque doux. On m'a demandé de m'assurer que vous compreniez. Avant de continuer. Les documents sont tous déposés au service de la publicité foncière. C'est définitif. L'air du hall devint plus lourd, comme si le marbre lui-même avait absorbé l'attention. Émilie plia les papiers et les rendit à Michel avec un petit hochement de tête. Il ne croisa pas son regard. Derrière eux, le portier appuya sur le bouton de l'ascenseur, mais personne ne s'avança. Pendant un long et gênant moment, le groupe resta au centre du hall, leur plan se dissolvant dans l'immobilité. Le père d'Émilie s'éclaircit la gorge. Peut-être devrions-nous en discuter ailleurs. Michel n'argumenta pas. Il glissa l'enveloppe sous son bras et se tourna vers les portes. Émilie suivit, le visage fermé mais pâle. Ses parents traînaient derrière, leur énergie antérieure dégonflée. Henri les regarda partir sans un mot, puis retourna à son bureau, son expression indéchiffrable, mais ses épaules un peu plus droites. Je n'étais pas là pour le voir, mais je pouvais imaginer chaque détail. Henri aurait pris un moment pour lisser les papiers sur son bureau, peut-être même s'autoriser un sourire tranquille. C'est le genre d'homme qui croit en la justice, non pas parce qu'elle est bruyante, mais parce qu'elle est stable. Au café, je remuais mon café, sentant le poids dans ma poitrine s'alléger d'une fraction. Il n'y avait pas de jubilation, pas de montée d'adrénaline, juste la connaissance que les limites que j'avais fixées tenaient exactement comme elles le devaient. Le serveur passa avec un plateau de tasses propres, et pour la première fois depuis des semaines, je réalisai que mes mains reposaient à plat sur la table, stables. Quelque part à Paris, Michel lisait les mêmes phrases à nouveau, réalisant qu'elles étaient immuables. J'ai imaginé le moment où il regarderait Émilie et comprendrait que ce n'était pas un combat qu'il pouvait gagner avec du charme ou de la pression. Et j'ai imaginé Émilie réalisant que la femme qu'elle pensait pouvoir acculer avait plutôt tracé un cercle qu'elle ne pouvait pas franchir. Dehors, la lumière du soleil avait changé. J'ai déballé la plaque de laiton de son papier de soie et j'ai passé mes doigts sur les lettres. La Fondation Samuel Lemoine pour le foyer et la dignité. Elle était fraîche et certaine dans mes mains. Je ne prévoyais pas de l'installer aujourd'hui, mais je savais que je le ferais bientôt. Pas comme une déclaration pour eux, mais comme un rappel tranquille pour moi que la maison que Samuel et moi avions construite avait maintenant un avenir qui appartenait à quelque chose de plus grand que le sentiment de droit de quiconque. Quand j'ai quitté le café, j'ai marché sans hâte. Mes pas avaient retrouvé leur propre rythme. Quelque part, l'ascenseur de l'immeuble de standing était à l'arrêt, les plans du week-end effacés. La tempête était arrivée et passée, ne laissant derrière elle que la forme claire et sans équivoque de ce qui était à moi. Le week-end s'est terminé sans autre message. À la fin de la 3e semaine,
Mon téléphone avait appris le silence. Michel n'a pas appelé. Émilie n'a pas envoyé de SMS. La conversation était désormais inactive. J'ai traversé les jours comme quelqu'un qui réclame des pièces dans sa propre maison, avec des passe-tables qui se souvenaient où se trouvaient les interrupteurs. Le lundi de la première semaine, je suis retourné à l'appartement avec la plaque de laiton et un tournevis dans ma poche. Monsieur Henry a hoché la tête quand je suis entré. Il n'a pas posé de questions. Il a simplement posé une petite boîte de vis propre sur le comptoir. À l'étage, le couloir avait une légère odeur de citron. J'ai déverrouillé la porte. Le loquet a cédé avec ce léger déclic qui sonne comme un accord. À l'intérieur, les pièces ont ouvert leur silence. J'ai posé mon sac et je suis allé directement sur le balcon. La Seine portait un bleu de fin de matinée qui avait fait la paix avec le gris. Les mouettes chevauchaient le vent. J'ai laissé l'air trouver la naissance de mes cheveux et l'arrière de mon cou. La ville parlait dans sa grammaire habituelle. Le trafic comme un battement de cœur, les klaxons comme des virgules, les pas comme des clauses. J'ai préparé du thé. La bouilloire a répondu avec son vieux sifflet, sans hâte, ne s'excusant de rien. La vapeur est montée. La bergamote a dessiné une ligne d'agrumes nette à travers la pièce. J'ai porté la tasse au fauteuil près de la fenêtre. Le fauteuil n'est pas photogénique, mais ses bras ont appris ma forme. Samuel avait l'habitude d'y faire la sieste, le journal glissant vers le sol. Michel y lisait quand la pluie rendait le balcon brut. J'ai passé ma main le long du bois usé jusqu'à ce que la chaleur s'accumule dans ma paume. J'ai déballé la plaque et je l'ai montée sur le mur intérieur près de l'entrée. La Fondation Samuel Lemoine pour le foyer et la dignité, lettre carrée et certaine. Je ne l'ai pas admirée longtemps. J'ai préparé le déjeuner, des tartines, des œufs et une tomate qui avait le goût de juillet, bien que le calendrier soit en désaccord. Après avoir lavé l'assiette et la tasse et les avoir laissés sécher, j'ai lu les procès-verbaux de la copropriété et j'ai placé des copies dans le dossier de la Fondation. Cela ne ressemblait pas à de la défense. Cela ressemblait à l'entretien d'un jardin. Les jours se sont organisés d'eux-mêmes. Promenade matinale le long de la Seine. Après-midi à la table avec les statues et un crayon. Soirée consacrée à des livres dont les phrases marchaient au lieu de sprinter. Parfois, je ramenais des pivoines à la maison. Parfois, les roses de l'épicerie auditionnaient pour la joie et gagnaient. L'appartement s'est installé. Je me suis installée avec lui. La deuxième semaine, une tempête a traversé la ville. Le balcon a reçu ses premières grosses gouttes. Le sifflet de la bouilloire et le gémissement du vent se sont tressés en un duo sobre. J'ai déplacé le fauteuil d'une largeur de main pour que la lampe rencontre la page sans éblouir. J'ai écrit des lettres aux membres potentiels du conseil d'administration et je les ai scellées avec un espoir qui ne portait pas de parfum. Mon téléphone est resté sur le comptoir. L'écran est resté sombre. La nuit, je dormais sans me disputer avec l'horloge. Le matin, je m'étirais et j'écoutais. L'immeuble murmurait ses petits bruits familiers. Le dimanche, je mettais le chemin de table blanc au lieu de la nappe entière. Une coupe de fruits se tenait comme une modeste fête. La phrase qui me pinçait autrefois a commencé à se détendre. Un foyer, c'est là où l'amour demeure. L'amour n'était pas parti. Il avait changé ses meubles. La troisième semaine, Monsieur Henry a appelé pour demander si je voulais qu'un colis soit laissé à la réception. Je suis descendue et j'ai signé. À l'intérieur se trouvaient des avenants d'assurance estampillés, enregistrés. Une preuve simple pour les gens qui respectent le papier. Nous avons parlé du temps. Il n'a pas mentionné le samedi avec l'enveloppe. Moi non plus. La dignité ressemble souvent à deux personnes refusant de gratter une couture guérie. De retour à l'étage, je me suis assise dans le fauteuil et j'ai regardé le ciel se dramatiser. Une péniche remontait la rivière. Un hélicoptère cousait des sillons. Un enfant sur un balcon voisin comptait les pigeons. J'ai réalisé que je n'avais pas regardé l'heure depuis des heures. La pièce me tenait comme si elle s'était entraînée. Parfois, le chagrin frappait à la porte. Je le laissais entrer, je lui donnais une chaise non loin de la mienne et je lui versais du thé sans sucre. Il ne détruisait pas l'endroit. Il regardait ce que j'avais réparé et partait avant la nuit. La règle est devenue simple. Tout peut visiter. Rien ne peut s'installer sans permission. Un soir, j'ai écrit à Michel une courte lettre que je n'ai pas envoyée. Je t'aime. Je ne discuterai pas de la fondation. J'espère que ton travail est honnête. Quand tu pourras parler sans essayer de déplacer des meubles qui ne sont pas à toi,
je répondrai à la porte. L'écrire a dénoué un nœud que personne d'autre ne pouvait voir. J'ai commencé à parler à voix haute parfois, non pas pour remplir l'espace, mais pour laisser ma bouche à prendre la forme du calme. J'ai parlé de la plaque à Samuel. J'ai dit à ma mère que sa broderie de blé guidait toujours ma patience. J'ai dit au fauteuil qu'il avait bien mérité sa place. L'appartement a écouté et a répondu en se tenant droit. À la fin de la 3e semaine, le balcon et moi partagions un rythme. Je savais quand la rafale tournerait brusquement au coin. Il savait quand j'avais besoin d'un vent qui soulèverait les cheveux de mon front sans voler la chaleur de mon thé. La lumière du matin grimpait sur l'immeuble d'en face. À midi, la scène déroulait de l'étain martelé. Au crépuscule, la ville marchait plus lentement. Je ne sais pas ce que Michel a dit aux parents d'Émilie, ni si sa colère s'est tournée vers l'intérieur ou l'extérieur ou en silence. Je sais que les limites que j'ai fixées ont commencé à maintenir mon cœur dans la bonne forme. Si le téléphone sonne demain, je répondrai avec les phrases que j'ai pratiquées et je laisserai le silence finir le paragraphe. S'il ne sonne pas, je préparerai une autre théière et je m'assiérai dans le fauteuil. Je regarderai la scène garder son rendez-vous patient avec la mer. La maison a réappris mon silence. J'ai réappris le sien. Quand la bouilloire chante, je ne me presse pas. Je la soulève. La vapeur monte un instant. La pièce sent une promesse que je peux tenir. Et je respire. Le 4e lundi a projeté une lumière ordinaire sur le sol lorsque l'interphone a sonné. La voix de Monsieur Henry était prudente. « Madame Lemoine, votre fils est là. Il a une invitée. » Je l'ai remercié et j'ai appuyé sur le bouton d'ouverture de la porte. J'ai mis 2 tasses sur le comptoir et j'ai choisi la plus petite bouilloire. On a frappé 3 minutes plus tard. Michel se tenait sur le pas de la porte, la mâchoire serrée. Émilie à côté de lui, un pli fin entre ses sourcils. Elle tenait un dossier. Ils sont entrés. La porte a cliqué en se fermant. J'ai fait un geste vers la table. Ils sont restés debout. Émilie a commencé. Nous devons parler de ce que tu as fait. Sa voix était nette. Tu nous as pris par surprise. Mes parents avaient des déménageurs de prévus. Nous avions un serrurier. Tu nous as ridiculisés. Michel a croisé les bras. Maman, c'était extrême. Tu vis à peine ici. Nous avons offert une solution pratique. Au lieu de cela, tu t'es caché derrière une avocate et une fondation. Il a fait sonner le mot « fondation » comme une accusation. J'ai versé du thé dans une tasse et j'ai laissé l'autre vide. J'ai demandé s'ils en voulaient. Aucun n'a répondu. Alors j'ai tenu ma tasse à 2 mains et j'ai laissé la chaleur instruire mes doigts. Je ne me suis pas caché, dis-je. J'ai enregistré une décision. La loi est une clarté publique. Je me suis assise. Ils m'ont regardé comme si j'avais changé de taille. Émilie a fait un pas en avant. C'est égoïste. Une famille a besoin d'un logement. Tu as un endroit dans le 13e. Tu es seul. Pourquoi tout cet espace devrait-il rester à pleurer avec toi quand il pourrait accueillir des gens qui en ont besoin? Michel a laissé son argument mener le sien. Maman, nous avons essayé de faire quelque chose qui avait du sens pour tout le monde. J'ai posé ma tasse. L'égoïsme, c'est de prendre à celle qui vous a tout donné. Le menton d'Émilie s'est levé. Michel a cligné des yeux. J'ai continué. J'ai travaillé pour cette maison. J'ai vendu la pâtisserie qui a payé tes études et ton mariage. Je me suis assise devant des factures que personne d'autre ne voulait ouvrir. J'ai dormi à côté d'un homme sous chimiothérapie et je lui ai tenu la main. J'ai acheté cet endroit pour pouvoir réapprendre à respirer. Rien de tout cela ne vous autorise à réaffecter mon souffle. Émilie a saisi le dossier. Tu utilises la mémoire comme une arme pour éviter la générosité. Mes parents sont des gens honnêtes. Ils ne t'ont rien fait. Ils n'ont rien fait pour moi non plus, dis-je. Et ils ne sont pas ma responsabilité. Ton mari l'est. Michel s'est hérissé. Ce n'est pas juste. C'est exact. La justice demande si une règle s'applique également. L'exactitude demande si une déclaration décrit la réalité. La réalité est simple. Tu m'as dit que la maison était à eux. Tu m'as interdit d'entrer. J'ai répondu avec une limite qui n'a pas besoin de ta permission pour tenir. Il a pris une lente inspiration. Tu aurais pu nous parler d'abord. Je l'ai fait, dis-je. Vous avez dit que la décision était prise. Vous m'avez informé de la logistique. Vous avez fait venir un serrurier. La conversation nécessite une marge de manœuvre.
Vous avez apporté un bulldozer. Le silence s'est installé. La bouilloire a cliqueté en refroidissant. Émilie a posé le dossier sur la table et l'a ouvert. Elle a poussé une impression vers moi. Une liste de leurs dépenses, loyer, médicaments, réparations. Elle a tapoté le total. Dis-moi que tu peux regarder ça et garder ta porte fermée. J'ai regardé, puis j'ai repoussé le papier. Je peux et je le ferai. La générosité n'est pas synonyme de capitulation. La charité qui efface une limite n'est pas de la charité. C'est de l'auto-effacement déguisé en vertu. La fondation aidera des familles après mon départ. D'ici là, cette maison reste ce qu'elle était censée être, un endroit où je peux vivre sans être exploité pour mes biens. Les épaules de Michel se sont tendues. Puis une partie du combat s'est dissipée. Il a fixé la plaque de laiton près de l'entrée comme si elle avait parlé. Sa voix a baissé. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?»« Parce que tu ne demandais pas, » dis-je. « Tu prenais. Quand une personne arrive avec un verdict, je ne lui dois pas de préface. » Il s'est frotté les yeux. Je pensais que nous étions du même côté. Nous le sommes, dis-je, quand le côté est la dignité, pas quand le côté est le sentiment de droit. Émilie a croisé les bras. Tu as choisi une plaque plutôt que des gens. J'ai choisi la gestion plutôt que le chaos. J'ai choisi d'arrêter d'apprendre à mon fils que l'amour est une porte qu'il peut défoncer, et appeler cela rentrer à la maison. Michel a de nouveau regardé les fenêtres. La scène a gardé sa ligne. Quand il a parlé, sa voix était plus petite, comme avant quand il ramenait un bulletin avec une petite erreur. Je ne pensais pas que ça te ferait autant de mal. Ça a fait mal bien avant la paperasse, dis-je. Ça a fait mal quand mon fils m'a regardé et a vu une surface habitable. Ça a fait mal quand le mot mère a dû se battre avec le mot actif pour avoir de l'air. Il a dégluti. Que veux-tu que je fasse? Commence par m'écouter. Ensuite, décide si tu veux être mon fils d'une manière qui n'exige pas mes clés. La pièce est devenue silencieuse. Émilie a déplacé son poids. Le dossier a soupiré. Michel a finalement parlé. Si je m'excuse, changeras-tu les choses? Non. Une excuse n'est pas un outil pour annuler les conséquences. C'est un pont pour les traversées futures. La structure reste. Tu es le bienvenu pour venir quand tu pourras laisser ton bulldozer sur le trottoir. Sa bouche a tressailli, presque un sourire, puis non. Émilie a expiré. Le son était une lame posée. Elle a attrapé sa manche. Nous devrions y aller. Il a hoché la tête. À la porte, il s'est arrêté et a de nouveau regardé la plaque. Il s'est retourné. « Merci pour le thé », a-t-il dit. « Tu n'en as pas bu, dis-je. » Il a jeté un coup d'œil à la tasse vide que j'avais mise pour lui. « Peut-être la prochaine fois. » Ils sont partis. La porte s'est refermée avec son déclic familier. L'air s'est réarrangé. La pièce est devenue silencieuse comme l'eau devient claire après qu'une pierre a coulé. Je me suis levée et j'ai écouté le silence finir le paragraphe. Dehors, la scène tenait bon. À l'intérieur, mes limites aussi, enfin. Les nouvelles se sont propagées dans l'immeuble comme le temps se déplace le long de la scène. Régulière, impersonnelle et impossible à nier. Monsieur Henry a téléphoné un après-midi pour demander si je voulais qu'un colis soit monté. Quand j'ai signé à la réception, il a redressé le courrier et a dit avec un calme professionnel que mon fils avait demandé des numéros de déménageurs. Il a fourni une liste, a gardé sa voix égale et est retourné à son registre. Plus tard, le portier a mentionné qu'Émilie avait demandé des réservations d'ascenseur pour une autre adresse de l'autre côté de la Seine. Je suis montée avec la boîte sous le bras. Le soulagement et le regret marchaient à mes côtés comme des parents qui ne se disputent plus mais refusent de s'asseoir ensemble. À l'intérieur de l'appartement, j'ai ouvert le carton et j'ai trouvé des avenants d'assurance bien rangés, estampillés, enregistrés. J'ai mis les papiers dans le dossier de la fondation et j'ai respiré le genre de souffle qui n'est pas un cri de victoire, juste un ajustement. À la fin de la semaine, une voisine avec un chien joyeux m'a dit qu'un couple ressemblant aux parents d'Émilie avait visité un modeste appartement dans le Queens, près de l'immeuble de sa sœur. Elle s'est excusée de s'immiscer. Je l'ai remerciée de traiter les faits comme de la lumière du soleil. Quand je fus de nouveau seul, j'ai laissé mes poumons s'allonger. Franck m'a trouvé sur le perron le lendemain matin. Nous nous sommes assis avec du café et avons regardé les camions de livraison pratiquer leur chorégraphie. Je lui ai dit ce que j'avais entendu. Il a écouté sans concevoir mes sentiments. Puis il a hoché la tête une fois,
Un signe de tête de vétéran, final et bienveillant. Vous ne vous êtes pas laissé devenir une invitée dans votre propre maison. Nous avons laissé le mot en suspens. Nous avons parlé de choses plus petites. Son fils avait tenu son emploi du temps un autre mois. J'ai dit que notre conseil d'administration avait 2 confirmations et qu'un défenseur du logement devait nous informer. Franck a dit que les pêches seraient bonnes si je ne craignais pas 1 ou 2 meurtrissures. J'ai dit que les meurtrissures ne m'avaient jamais dérangé. De retour à l'étage, j'ai poli la plaque de laiton. Les lettres se sont réveillées sous le chiffon au citron. Le fauteuil près de la fenêtre portait l'après-midi. Je me suis assise avec du thé. Le regret a pris place près du balcon et a soigné sa posture. Le soulagement se tenait près de la cuisinière et faisait semblant de ne pas fixer. Entre eux, l'air restait facile. Je me suis permis de penser à Michel. Pas l'homme avec des plans et des délais, mais le garçon qui dormait autrefois sur ce fauteuil pendant les orages, chaussures aux pieds, bouche ouverte, confiant que les phrases seraient plus douces le matin. Ce garçon me manque. Le manque ne faisait pas de moi une idiote. Aimer quelqu'un n'est pas une permission pour se faire voler. La scène a souligné ce point en avançant. Le jeudi, mon reflet dans une vitrine m'a surprise en ayant l'air serein. J'ai ramené des fleurs à la maison comme si elles étaient des preuves. Dans la pile de courrier se trouvait une enveloppe avec mon nom écrit de la main de Michel. La note à l'intérieur était brève et prudente. Nous cherchons des appartements. Je te contacterai quand je pourrai être une meilleure version de moi-même. Pas de négociation, pas de calendrier, pas de tonnerre. Je me suis assise et j'ai laissé mes épaules tomber. Cette intention battait doucement. J'ai glissé la note sous l'album de famille et j'ai refermé la couverture avec une paume qui ne tremblait pas. J'ai mis une tasse supplémentaire sur la table comme on met de côté une chaise pour un invité qui n'est pas encore arrivé. L'espoir devrait avoir des manières. Il devrait mettre la table puis laisser la pièce tranquille. Le samedi a apporté des pêches. Franck a choisi les plus meurtries et a dit « La douceur se cache sous la blessure si on lui donne du temps ». Nous en avons mangé une sur les marches. Il a essuyé son pouce sur un mouchoir et m'a étudié. « Vous avez appris la forme de votre ouïe », a-t-il dit. J'ai ri aux éclats. Les nuits ont retrouvé leur rythme. J'ai vérifié les serrures, touché le dossier du fauteuil et éteint les lampes. La Seine murmurait à l'océan. Quelque part de l'autre côté d'un autre arrondissement, un propriétaire tournait une clé pour une famille qui n'avait pas eu besoin de pousser quelqu'un d'autre de côté pour entrer. J'ai souhaité aux parents d'Émilie des escaliers faciles et une parcelle de lumière de l'après-midi. Les bénir ne me coûtait rien. Le regret tenait maintenant une compagnie plus silencieuse. Le soulagement a appris à poser une main sur mon épaule. Entre eux, j'ai gardé de la place pour la curiosité. Quelle sera notre prochaine conversation? Que puis-je dire qui soit vrai en bref? Que puis-je refuser sans cérémonie? J'ai écrit à Linda pour la tenir au courant, je l'ai remerciée pour sa bonne loi et je lui ai demandé les meilleures pratiques pour notre première réunion du conseil d'administration. Elle a répondu avec des points et une ligne. Les limites sont une hospitalité envers soi-même. J'ai imprimé l'email et je l'ai glissé dans le dossier. Le dimanche soir, j'ai déplacé le fauteuil de quelques centimètres pour que la lampe tombe parfaitement sur la page. J'ai lu un chapitre sur les maisons qui abritent des femmes. La bouilloire a chanté, la tasse s'est adaptée à mes mains. Le vent a pressé sa joue fraîche contre la vitre et est parti. Le téléphone était silencieux. Le silence ressemblait à la paix. Avant de me coucher, je me suis tenue sur le balcon et j'ai regardé la ville choisir ses lumières. J'ai laissé la Seine calmer mon pouls. Le soulagement et le regret se tenaient à mes côtés comme 2 vieux voisins qui avaient conclu une trêve. Puis j'ai fermé la porte et j'ai donné mon poids au fauteuil. La pièce a tenu. J'ai tenu aussi. Ma maison avait gardé sa forme. Et moi aussi, enfin. En milieu de semaine, Monsieur Henry a de nouveau sonné avec la même courtoisie égale. Il a dit que les réservations d'ascenseur avaient été libérées et que le serrurier avait annulé son créneau. Son ton ne s'est pas aiguisé. Il a livré les faits comme une bonne horloge livre le temps. Je l'ai remercié, et après avoir raccroché, je suis restée à la fenêtre avec une gratitude qui n'avait pas besoin de discours. L'immeuble avait retrouvé son ancien rythme. Le hall accueillerait des colis et des poussettes, pas une prise de contrôle. J'ai préparé du thé. Le sifflet a marqué une fin. J'ai ouvert la porte du balcon d'une largeur de main et j'ai laissé la Seine emporter la tension dans l'air clair pendant que je respirais lentement, avec reconnaissance. La pluie a commencé doucement sur la vitre. La Seine a accepté le changement avec patience.
J'ai baissé la lampe et j'ai pris l'album sur l'étagère, le cuir chaud de la journée. Je ne me suis pas assise pour revivre une blessure. Je me suis assise pour clore une page sans la déchirer. J'ai ouvert à la nuit pluvieuse que je porte depuis des mois. La nappe blanche avec le blé brodé le long de l'ourlet, le bœuf bourguignon dans la cocotte en fonte, la vapeur s'élevant en spirale silencieuse. Une voix de Brel sur le tourne-disque, ne se pressant pas, offrant de l'espace au lieu de réponse. Michel à la fenêtre, sa paume sur la vitre embuée, un cercle tracé et disparaissant. Il s'est retourné, les yeux brillants de travail et de temps, et a dit la phrase qui a réarrangé la pièce. Un foyer, c'est là où l'amour demeure. La mémoire apporte son propre climat. Pendant longtemps, cette nuit est arrivée comme un tonnerre. Ce soir, elle est venue comme une pluie obéissante qui savait où aller. J'ai laissé la page reposer sur mes genoux. J'ai étudié les bords argentés par le temps. J'ai remarqué le coin adouci par des années de pouce. La douleur que j'attendais ne s'est pas levée. À sa place, un poids plus doux s'est installé comme un châle posé sur mes épaules. Je me suis souvenu de détails que le chagrin avait cachés, l'éclat de la cuillère près du manche, le pli au milieu du lin où ma mère le pliait de la même manière pendant des décennies, pour que le tissu apprenne la discipline et la récompense par la grâce. La façon dont Michel a ri lorsque la première cuillerée de ragoût l'a surpris de soulagement. Même le jazz est revenu en notes ordinaires. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé la scène se dérouler dans un cadre net. Les choses étaient vraies et non permanentes. L'amour remplissait une pièce puis demandait une adresse différente. Une bonne phrase peut être mal utilisée plus tard par quelqu'un qui veut vos clés. La phrase reste bonne. Le vol ne l'est pas. Le savoir a fait de la place en moi pour la respiration, de la place pour le garçon et l'homme, de la place pour ma propre colonne vertébrale. J'ai tourné une autre page. Samuel riant, saupoudré de farine. Mes parents plus jeunes que je ne le suis maintenant. Les épaules carrées d'une dignité tranquille. Des amis dont l'album se souvient encore des noms quand ma langue ne le fait pas. Rien n'a tendu la main pour me prendre quelque chose. Tout est resté à sa place, sur du papier qui s'est protégé et libéré. J'ai senti la pièce confirmer ce que la scène avait répété. Le temps présent compte le plus. Le temps passé peut être gardé sans vivre à l'intérieur. La pluie s'est épaissie puis a diminué. J'ai préparé un thé à la menthe et j'ai attendu que les feuilles prêtent leur verre à l'eau. J'ai ramené la tasse au fauteuil. J'ai posé l'album et j'ai posé mes mains sur les bras en bois usé comme pour saluer de vieux amis qui avaient appris de meilleures limites. Une question s'est posée, simple et nette. Si je pouvais revenir à cette nuit-là, changerais-je le linge? Garderais-je la phrase sur les lèvres de Michel? Demanderais-je au futur de meilleures manières? J'ai écouté et n'ai pas inventé de réponse. Certaines nuits arrivent comme elles le doivent, pour enseigner quels mots garder et quelles portes verrouiller. J'ai ouvert la porte du balcon d'une largeur de main. La scène respirait. Le thé a refroidi jusqu'à devenir utile. J'ai levé la tasse et j'ai dit une ligne à voix haute, pas à la pièce, mais à la femme assise dedans. Je suis revenu au bon endroit au bon moment. Le dire n'a pas déclenché le triomphe. Il a déclenché l'alignement. Mes côtes se sont desserrées comme si une main prudente avait libéré un fermoir coincé. Je pouvais sentir où le regret se terminait et où la loyauté commençait. Pas la loyauté envers un fantasme ou un scénario écrit pour les mères qui n'arrêtent jamais de saigner. La loyauté envers la vie que je vis, envers la chaise qui me tient, envers la loi qui me stabilise, envers la petite plaque sur le mur avec le nom de Samuel gravé dans le laiton. Je marche jusqu'à l'entrée et je touche la plaque. La fondation transportera un jour les cartons d'autres personnes à travers ce seuil et appellera cela la dignité. D'ici là, l'appartement accueillera mes matins, mes noms, mon silence. Je retourne au fauteuil et je place l'album sur la table à côté. Je le laisse reposer ouvert sur la page pluvieuse. Le passé peut s'asseoir ici quand il le demande poliment. Il ne peut pas exiger ma place. Je remarque la ligne ininterrompue entre cette nuit-là et celle-ci. Ma main remuant le ragoût parce que la feinte insiste sur le soin. Ma main signant des papiers parce que la sécurité insiste sur la clarté. Ma main tenant maintenant du thé parce que la guérison insiste sur la chaleur. 3 gestes du même verbe exécutés par une femme qui a cessé de confondre la douceur avec la capitulation. Le vent est entré et a déplacé une mèche de cheveux sur mon front. Je l'ai remise en place. J'ai glissé une carte vierge du tiroir et j'ai écrit une phrase pour la poche de l'album. Quand je serai tenté de lire la douleur là où ne se trouve qu'un chapitre clos, souviens-toi de la chaise. Souviens-toi de la scène. Souviens-toi de la plaque.
J'ai replacé la carte et j'ai refermé les couvertures en cuir avec un son comme un livre acceptant d'être un livre. Je l'ai porté sur l'étagère et j'ai pressé le dos jusqu'à ce qu'il trouve ses voisins. Puis j'ai parcouru les pièces une fois, non pas pour vérifier les menaces, mais pour saluer ce qui est à moi. Cuisinière froide, balcon sécurisé, serviette pliée sur l'évier, lampe éteinte. À la fenêtre, j'ai posé ma paume sur la vitre. La ville a rendu le geste sans drame. Quelque part de l'autre côté d'un arrondissement, une femme plus jeune mettait la table. Ailleurs, un fils s'exerçait à un meilleur discours. Mon travail n'était pas d'arranger ces pièces. Mon travail était de garder celles-ci honnêtes. La pluie a cessé. La scène a gardé son rendez-vous avec l'obscurité. J'ai tiré les rideaux et j'ai laissé la pièce garder son propre climat. Ma dernière pensée avant le sommeil s'est élevée doucement et ne s'est pas crispée. J'ai éteint la lumière. La photographie est belle. La nuit était réelle. La blessure a terminé son travail. Je suis chez moi. Le matin a inondé la pièce d'un orlan, touchant la plaque de laiton sur le mur avant d'atteindre mon visage. Je me suis réveillée sans le sursaut qui me suivait autrefois, sans ce réflexe de me préparer à la perte. L'air semblait équilibré. J'ai préparé du café et j'ai porté la tasse au fauteuil, la vapeur s'enroulant en forme trop délicate pour être nommée. L'album était toujours sur la table, ouvert à la photographie de la nuit pluvieuse. J'ai laissé mon regard s'y poser, non pas parce que j'avais besoin de le revisiter, mais parce que je le pouvais. La phrase de cette soirée est revenue avec un ton dépouillé de toute arme. Un foyer, c'est là où l'amour demeure. Michel y croyait alors et, à sa manière, je pense qu'il veut toujours y croire maintenant. Cette croyance n'a jamais été le problème. Le problème était d'oublier que l'amour ne donne pas la permission d'effacer celui qui donne. L'amour ne reste que lorsqu'il est respecté. J'ai posé la tasse et j'ai parlé doucement à la pièce, à la scène, à la moi qui s'était assise ici en tremblant après la confrontation. Si l'amour s'en va, le foyer reste le mien. Les mots se sont installés dans l'air comme une seconde fondation. Ils n'ont pas contredit la première phrase. Ils se tenaient à côté, d'un poids et d'une valeur égaux. Cela m'a frappé de voir comment les deux lignes ensemble disaient toute la vérité. Une pour les saisons où les gens tiennent leurs promesses, une pour les saisons où ils ne le font pas. Et j'ai réalisé avec une profondeur qui m'a surprise que ma force avait grandi en tenant les deux vérités sans me briser. La chaise sous moi était témoin des deux phrases. Elle m'avait tenu quand je croyais que l'affection de mon fils suffisait à le garder doux. Elle m'avait tenu quand j'ai réalisé que la douceur n'était pas la monnaie qu'il voulait dépenser. Et maintenant, elle me tenait alors que j'apprenais à vivre avec une porte ouverte et un cœur gardé. J'ai imaginé dire les deux phrases à Michel un jour, non pas comme une accusation, mais comme une offrande. Peut-être serions-nous debout près de cette même fenêtre, regardant la scène se replier sur elle-même. Je lui rappellerai ses propres mots de cette nuit pluvieuse, puis je lui donnerai les miens en retour. Non pas pour gagner, non pas pour marquer un point, mais pour achever la leçon que nous ne savions ni l'un ni l'autre que nous commencions à l'époque. La scène à l'extérieur était agitée mais certaine, ses courants s'entrelaçant sous la surface. Je me sentais une parenté avec elle. De la rue, elle ressemble à un seul corps se déplaçant dans une seule direction. D'en haut, on peut voir les contre-courants, les remous, les petits cercles d'eau revenant brièvement là où ils ont commencé avant de continuer. Ma vie ressemblait à cela maintenant. Toujours en avant, mais avec des moments qui revenaient en boucle pour honorer ce qui était venu avant. Franck est passé avec le journal du matin. Il s'est attardé à la porte pendant que je lui versais du café. Il a jeté un coup d'œil à l'album et a souri, ne demandant pas, mais sachant que j'avais trouvé un moyen de vivre avec lui ouvert. Autour d'un café, il a dit quelque chose que je garderai aussi longtemps que je vivrai. Une maison, ce sont des murs et un toit. Un foyer, c'est ce que vous vous dites quand vous vous y réveillez. Quand il est parti, je suis restée sur le seuil et je l'ai répété à voix basse. J'ai pensé à tous les matins où je m'étais réveillée dans la peur ou la culpabilité, répétant des explications ou des excuses avant même que mes pieds ne touchent le sol. Maintenant, les premiers mots que j'entendais m'appartenaient, et ils suffisaient à construire. Plus tard dans la journée, je me suis assise sur le balcon avec un carnet. J'ai écrit les deux phrases en haut d'une page blanche. Un foyer, c'est là où l'amour demeure. Si l'amour s'en va, le foyer reste le mien. J'ai laissé de l'espace en dessous, un endroit pour ajouter ce que la vie pourrait m'apprendre ensuite. Puis j'ai fermé le carnet et je l'ai laissé reposer sur mes genoux pendant que je regardais la scène échanger son argent contre du bleu. J'ai pensé aux personnes qui pourraient entendre cette histoire. Pas seulement les détails de ce qui a été pris et de ce qui a été rendu,
mais son arc. La façon dont une femme qui avait été le centre tranquille d'une famille a appris à être le centre tranquille d'elle-même. J'espérais qu'ils entendraient la stabilité de la fin. J'espérais qu'ils prendraient leurs propres phrases et les garderaient en sécurité. La journée s'est étirée, longue et calme. J'ai préparé un dîner simple, laissant les odeurs remplir l'appartement jusqu'à ce qu'il semble à nouveau habité. Après que la vaisselle ait été faite et les lampes baissées, j'ai parcouru les pièces une fois de plus. Chaque objet semblait me faire un signe de tête comme pour dire « Oui, nous sommes toujours là. Oui, c'est toujours à toi. » Avant de me coucher, je me suis tenue au centre du salon, entre le fauteuil et le balcon, et j'ai répété les deux phrases. Pas pour Michel, pas pour quelqu'un d'autre, mais pour les murs, le sol et la femme qui les avaient réclamés. Un foyer, c'est là où l'amour demeure. Si l'amour s'en va, le foyer reste le mien. L'écho dans la pièce était doux, presque tendre. J'ai éteint les lumières et j'ai laissé cet écho être la dernière chose que j'ai emportée avec moi dans le sommeil. C'était suffisant. C'était tout. La lumière de l'après-midi se penche, chaude, sur le balcon. Elle peint la plaque de laiton près de la porte et dépose de l'or le long du bras de mon fauteuil. La Seine porte un vent régulier qui sent légèrement la pluie et le métal. Il soulève le bord du chemin de table blanc sur ma table et transforme la vapeur au-dessus de ma tasse en ruban. Je suis assise avec la tasse entre les mains et j'écoute. La bouilloire a terminé son chant. L'appartement est revenu à sa tonalité naturelle. Tout semble mesuré, contenu et honnête. Je sors et je laisse la brise toucher mon visage. En dessous de moi, la ville s'organise pour le soir. Les bateaux-mouches dessinent des points blancs sur l'eau. Les sirènes passent sans insistance. Les vélos sonnent des cloches qui ressemblent à des rappels plutôt qu'à des exigences. Je pose ma paume sur la balustrade et je nomme ce qui est ici. Chaise, scène, lumière, mon souffle. L'ordre a de l'importance parce que j'ai de l'importance. C'est la vie que j'ai reconstruite, tranquillement et délibérément. Il y a une question que je veux poser pendant que le vent est doux et que la lumière est bonne. Avez-vous déjà eu à choisir entre garder quelqu'un et vous garder vous-même? Êtes-vous resté devant une porte qui ne cessait de prendre, ou l'avez-vous fermée et appris à vivre avec l'écho? Dites-le moi dans les commentaires. Les histoires forment une carte. Nous sommes moins seuls lorsque nous pouvons pointer une ligne et dire « C'est là que je me tenais ». Le vent passe dans le jardin du balcon et fait cocher la tête au romarin. Je pense à Michel et je lui envoie un souhait qui n'emprunte rien à mon avenir. Je pense aux parents d'Émilie et j'espère que leur fenêtre trouve une lumière généreuse. Je pense à toutes les femmes qui m'ont écrit des lettres dans leur tête pendant que je parlais et ne savaient pas où les envoyer. Je ferai une place pour ces lettres. Je garderai une chaise pour ces noms. Si vous écoutez et que vous avez besoin de cette chaise, considérez ceci comme une invitation. Il y a une dernière chose que je veux dire clairement pendant que le soleil repose encore sur l'eau. Un foyer, c'est là où l'amour demeure. Si l'amour s'en va, le foyer reste le mien. Les phrases se tiennent côte à côte. Elles ne se disputent pas. Elles enseignent. Je ne suis pas arrivée à elles rapidement. J'ai pris le long chemin, avec des pas prudents et quelques mauvais virages. Si vous êtes sur cette route, laissez les petits signes vous réconforter. Une tasse que vous lavez et mettez à sécher. Une plante qui vous accueille lorsque vous ouvrez la porte du balcon. Une respiration qui arrive à temps. Ce ne sont pas des décorations. Ce sont des bornes kilométriques pour le retour. Franck dirait que les maisons sont construites avec des matériaux et les foyers avec le langage. Je le crois. Chaque fois que je me réveille ici et que je salue la pièce avec des mots qui m'appartiennent, les murs apprennent ma voix. Chaque fois que je refuse d'échanger ma sécurité contre la commodité de quelqu'un d'autre, le sol devient plus stable sous mes pieds. Chaque fois que je bénis un autre foyer sans sacrifier le mien, les fenêtres offrent une vue plus claire. Je pose la tasse et j'écoute les plus petits bruits. Le léger tintement de la porcelaine lorsque la cuillère touche le bord. Le murmure du vent qui change d'avis. Le pas feutré d'un voisin dans le couloir. Ce sont les crédits de fin d'une journée ordinaire. Je ne les presse pas. Je les laisse me guider vers la fin qui semble méritée. Si vous regardez avec quelqu'un en qui vous avez confiance, prenez sa main un instant et laissez le silence entre vous parler. Si vous regardez seul, sachez que seul n'est pas la même chose qu'abandonné. Il y a des gens debout avec vous dans des pièces calmes, de l'autre côté des rivières, des pays et des fuseaux horaires. Certains commencent tout juste à tracer leur ligne. D'autres se reposent après le chapitre le plus difficile. D'autres encore lèvent une tasse à leur bouche et goûtent le soulagement pour la première fois depuis des années. Avant de nous dire au revoir,
Nous aimerions savoir d'où vous regardez. Est-ce un matin tranquille avec une tasse de café chaud ou une nuit tardive où des histoires comme celle-ci vous tiennent compagnie? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Nous lisons chacun avec gratitude. Et si cette histoire a touché votre cœur, pensez à vous abonner à la chaîne, non seulement pour entendre plus d'histoires comme celle-ci, mais pour faire partie d'une communauté qui croit encore en la gentillesse, la guérison et les secondes chances. Merci d'avoir passé votre temps avec nous aujourd'hui. Où que vous soyez, portez cette histoire avec bienveillance et laissez-la respirer. Lorsque vous partagez votre histoire, soyez doux avec votre propre nom. Nous apprenons au fur et à mesure. Nous faisons le calcul de la miséricorde au crayon. Nous avons le droit d'effacer et de réessayer. Je serai ici, sur ce balcon, lorsque l'après-midi basculera vers le soir, prête à écouter. Le soleil baisse d'un autre centimètre. La Seine recueille plus de bleu que d'or. La brise se rafraîchit et transporte l'odeur du pain d'une boulangerie à 2 rues de là. J'allumerai bientôt une lampe et je fermerai la porte pour garder la nuit honnête. Pour l'instant, je vous demanderai une fois de plus. Avez-vous déjà eu à choisir entre garder quelqu'un et vous garder vous-même? Dites-moi où vous en êtes dans cette histoire. Dites-moi quelle phrase vous aide à tenir debout. Dites-moi ce que vous êtes prêt à emporter pour demain. Que la douceur vous rencontre à la porte que vous choisissez de garder aujourd'hui. Parfois, le miracle ne frappe pas à votre porte. Il attend tranquillement que vous soyez prêt à ouvrir votre cœur. Prenez soin de vous et nous nous retrouverons dans la prochaine histoire. Je lève la tasse une dernière fois. La cuillère fait un petit bruit d'argent contre la porcelaine. L'écran peut s'éteindre maintenant. Le vent continuera de parler. La scène tiendra sa parole. Bonne nuit, où que vous soyez.